Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'Imo, bienvenue sur Radio Imo. Nous sommes avec vous comme chaque semaine jusqu'à 9h, un plaisir de vous accompagner pour ce dernier jour de la semaine. Et comme chaque vendredi, je suis avec Fabrice Coustet, bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour à tous et bon réveil. Comment allez-vous ? Eh bien ça va très bien, on est en compagnie de notre invité, notre grand témoin de 8h à 9h comme chaque semaine dans le Mac de l'Imo. Tout à fait, et cette semaine c'est Stéphane Dallier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je le rappelle, directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity. Et donc pendant 1 heure, nous allons apprendre à vous connaître, parler professionnel mais pas que. Vous êtes donc à la programmation musicale. On a écouté votre premier choix. Et il y en a 2 autres. Vous allez nous expliquer pourquoi. On a aussi des témoignages de vos proches et collaborateurs. Donc un ami et un collaborateur. On va les écouter dans quelques instants. Alors on va commencer par parler de votre parcours. Vous êtes donc chez Nexity depuis combien de temps ? Eh bien, je suis chez Nexity depuis 1 an et demi déjà. Ça passe très vite. C'est vrai que ça passe très vite. On s'était vu il y a quelques mois. Ça faisait pas encore 1 an. Et puis là, voilà, 1 an et demi. Alors, comment on devient directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity ? Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Ah bien, je vais démarrer par mes études. Donc, j'ai fait le STP. Donc, j'avais déjà une ambition de travailler dans le monde de l'immobilier et du bâtiment. Et puis, j'ai complété ma formation par un master à HEC. J'ai fait HEC Entrepreneur qui m'a donné vraiment le goût d'entreprendre. Donc j'ai eu quelques sociétés en France et à l'international. Et puis je me suis rapidement dit qu'il fallait que je retourne à mes premiers amours, et donc je suis rentré il y a déjà fort longtemps chez Bouygues Immobilier dans le développement, qui me correspondait plutôt, puisque le développement, c'est avant tout un métier de relationnel, c'est un métier un peu d'entrepreneur, je trouve, puisqu'il faut aller chercher un terrain, convaincre les villes du bien fondé d'un projet, et commencer à élaborer tout ça, et je trouve que c'est toute cette création de valeur qui m'intéressait. J'ai fait quelques temps chez Bouygues Immobilier, puis je suis passé chez Kaufmann & Broad, à la fois à la maison individuelle et puis après au collectif sur l'Île-de-France. Ensuite, je suis allé chez Cogedim, puisque Philippe Josset venait d'arriver et que je l'avais connu chez Bouygues Immobilier, et donc m'avait demandé de le rejoindre. Il venait de reprendre la direction générale de Cogedim, et avec lui et toute une équipe que je connaissais déjà un peu, puisqu'il y avait quelques anciens de Bouygues Immobilier. On a recréé une société en passant de 4 000 à 10 000 logements, donc c'était quand même très intéressant. Et fort de cette expérience, Alain Taravella, qui est le président fondateur du groupe Altarea, où Cogedim où Cogedim appartient à Altarea, eh bien il m'a demandé de reprendre la présidence de Pitch Promotion suite au départ de son président fondateur, Christian Terrassou. Et donc là, j'ai pu goûter aux joies d'une société nationale, plutôt multiproduit, avec des collaborateurs sur la France entière. Et 3 ans après, c'est une rencontre. C'est Véronique Bédag qui, un jour, m'a fait appeler. Je l'ai rencontrée. Elle m'a exposé le projet de Nexity, de cette continuité de croissance, ce que je trouvais très intéressant quand on est numéro 1. Et voilà. Et je suis arrivé pour la rejoindre, pour rejoindre évidemment Alain Dinin, qui était le président, et qui est toujours le président, et toute une équipe assez intéressante, est vraiment répartie nationalement d'une manière beaucoup plus puissante que toutes les autres sociétés que j'ai pu faire. Donc nouveau challenge chez le numéro 1, évidemment. Alors pur produit, si on voit effectivement Bouygues, Cogedim, Pitch et Nexity aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de pas de côté. Est-ce que quand en plus on a ce profil, vous avez fait HEC Entrepreneur, il n'y a pas eu une tentation à un moment de prendre quelque chose de plus petit et peut-être de plus à soi, où on est plus aux manettes, j'allais dire? Je l'ai connu chez Pitch, puisque quand on est président d'une société, même si on appartient à un gros groupe, on reste et on doit rester entrepreneur dans l'âme. C'était ma crainte,
quand je suis arrivé dans un gros groupe en me disant est-ce que je vais continuer à avoir une certaine autonomie et puis à pouvoir être un entrepreneur. Je crois que c'est possible chez Nexity. Et bien au contraire, il faut l'être parce que il faut raisonner comme tel, même si ça n'est pas ma société d'un point de vue capitalistique, on en a les mêmes responsabilités. Alors qu'est-ce que ça implique au niveau opérationnel justement, être entrepreneur dans sa société ou du moins d'avoir cet esprit mais dans un grand groupe? Comment ça se passe? Mais déjà une responsabilité vis-à-vis des collaborateurs. Et puis vis-à-vis des personnes à l'extérieur, c'est pas parce que une société ne vous appartient pas d'un point de vue capitalistique que vous n'en êtes pas à la tête. D'ailleurs, souvent dans les grands groupes, même si le président a des parts, il a rarement 100%. Donc ça change pas grand-chose. Non, mais puis c'est le côté entrepreneur, c'est le côté développeur. C'est le côté aussi visionnaire. Il faut se remettre en question en permanence. Et plus que jamais, aujourd'hui, on doit avoir cette agilité et raisonner comme tel et manager comme tel. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, la crise internationale, la crise énergétique, c'est ça dont vous parlez? Exactement, mais pas que. On en a connu beaucoup des crises. Vous savez, le logement, on dit toujours qu'il est en crise permanente avec des hauts et des bas. Moi, ces 2-3 dernières années quand même. Oui, non, mais on a connu des très très belles années. C'est difficile en ce moment, mais être visionnaire, c'est pas prévoir l'avenir. C'est créer toutes les circonstances pour, au moment voulu, être agile et puis pouvoir changer et pivoter en fonction de l'environnement existant. C'est ça, être visionnaire. Et quand on a un parcours comme le vôtre, est-ce que c'est facile de se remettre en question, justement ? C'est pas facile, mais il faut. C'est indispensable. Après, ça dépend aussi des individus. Et c'est vrai que ceux qui sont installés depuis des années dans un métier ont toujours tendance à dire c'était comme ça avant, pourquoi changer ? Mais quand on a justement un esprit entrepreneurial, eh bien, c'est le leitmotiv de tous les jours, c'est il faut changer pour améliorer. Ouais. Et les grands chantiers, justement, où quand vous avez fait votre rencontre avec Madame Médac, justement, qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là? Quelle est la vision qu'elle porte et que vous embrassez, du coup? Déjà, c'est une vision de croissance. C'est difficile quand on est numéro 1 depuis des années de continuer à raisonner en croissance. Et c'est d'ailleurs difficile d'avoir une motivation, ne serait-ce que pour les équipes. Numéro 1 de loin, puisque Nexity, enfin le groupe Nexity, c'est un peu plus de 20 000 logements et le numéro 2 est à peine à 12-13 000. Donc il y a quand même un grand écart entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc cette volonté de continuer à croître, c'était important pour moi. Ensuite, Véronique a une vision très écologique de notre métier. On parle beaucoup de la COP en ce moment. On peut regretter que les objectifs soient toujours des objectifs un peu en mi-teinte. On a accéléré. Chez Nexity, on a accéléré depuis longtemps. La RE 2020, on l'a accepté, on l'a même anticipé depuis des années. Toutes les constructions de bois, ça fait 10 ans qu'on en fait. On est le premier promoteur BBCA depuis 4 ans d'affilée. Ça c'est une vraie vision que porte Véronique et ça je trouve que c'est très important. Il faut aller plus loin justement dans cette transition. Oui, je pense qu'il faut aller plus loin. Après, il faut en avoir les moyens. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de concilier à la fois une transition écologique nécessaire, qu'il faut sûrement accélérer, et puis le pouvoir d'achat des Français. Et on le voit bien en ce moment, c'est un peu ce qui grippe. Oui, parce qu'on le voit par exemple sur le véhicule, pourquoi pas rouler en électrique, je passe le problème des bornes mis à part, mais pourquoi pas, c'est vertueux. Après, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a un coût de cette transition annoncée qui va se répercuter, notamment, Bernice le disait, avec les problèmes de pénurie de matières premières, etc. Le logement, ça coûte de plus en plus cher. On a l'impression que les Français sont de plus en plus contraints et c'est compliqué de concilier ces deux injonctions un petit peu contradictoires. Comment on fait chez Nexity pour résoudre cette équation? Alors, c'est effectivement très compliqué, et vous prenez l'exemple de la voiture. Il n'empêche que tout Français qui veut acheter une voiture électrique a le droit à une prime. Ce qui n'est pas le cas dans le logement, ce qui est plutôt regrettable, puisque si on veut accélérer cette transition écologique, il faut aider les opérateurs à créer des logements qui soient beaucoup plus vertueux que la simple RE 2020 actuelle. Eh bien, comment on fait ? Eh bien, on jongle.
Alors, on a quand même une chance, c'est que quand on est numéro 1, on a un volume d'affaires et un volume de travaux qui fait que s'il y en a un qui est bien servi, c'est quand même nous. Je parle pas forcément au niveau prix, mais en tous les cas au niveau approvisionnement des matériaux, parce que vous le disiez avec vérité, c'est que il y a quand même eu un vrai sujet sur l'approvisionnement des matériaux. Ouais, et puis le coût aussi de ces matériaux. Il y a l'approvisionnement, et puis il y a le coût. Tout est beaucoup plus cher maintenant. Tout est beaucoup plus cher. Les logements ont augmenté. Mécaniquement, un logement est fait avec 3 variables, hein. Le prix du foncier, le coût travaux, et puis la rémunération du risque, je dirais, d'un opérateur immobilier. Ces 3 variables, quand on les additionne, ça crée un prix du logement. Il faut voir s'il est dans le marché ou s'il n'est pas dans le marché. Alors, il y a quand même eu des aides, hein, depuis 1979. Il y a des aides pour les logements. Un coup, c'est une aide à la pierre, un coup, c'est une aide au logement. Là, on a le Pinel en ce moment. Pinel qui avait été modifié pour 2023 avec un Pinel Plus, c'est ça, qui est plutôt intéressant. Mais moins intéressant quand même que le Pinel. Alors, il est nettement moins intéressant. Il n'est pas moins intéressant que le Pinel, puisque le Pinel va devenir Pinel moins avec les anciens critères, mais le Pinel Plus reste avec les mêmes critères que l'ancien Pinel quand on est plus vertueux. Et toute cette subvention quelque part qu'on peut donner à travers ces dispositifs fiscaux servent à payer le surcoût travaux. Donc c'est plutôt vertueux. Après, on entend beaucoup d'interrogations que peut avoir le gouvernement sur le maintien ou pas d'aides et de dispositifs fiscaux. Mais oui, c'est une question de fond, Stéphane Baillet. Ouais. Est-ce qu'on peut accepter, justement, vous le disiez, depuis maintenant plusieurs décennies, on a ces subventions pour l'immobilier. Est-ce que dans un marché normal, c'est si évident que ça, et on regarde dans les pays, il n'y a pas ces aides, de se dire le marché il est propulsé sans cesse par des aides, c'est-à-dire que on sait que ça augmente mais on subventionne grâce à des dispositifs fiscaux, c'est quand même, ça fait un petit peu usine à gaz. Ça fait usine à gaz, mais il n'empêche que dès qu'on l'arrête, le marché plonge. Donc ça veut bien dire qu'il est quand même utile. Ouais. Après, est-ce que c'est la bonne forme ? C'est toute la réflexion qu'on est en train de mener. Vous savez que Olivier Klein a lancé un CNR du logement et a demandé d'ailleurs à Véronique Bédag d'en être vice-présidente pour vraiment avoir une vraie réflexion sur le logement de demain, mais surtout comment retrouver une adéquation entre le prix d'un logement et puis la capacité d'un Français à acheter ce logement. Bien sûr. Ouais. Un petit mot peut-être, alors j'imagine que vous avez vu la conférence de presse de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, la semaine dernière, présidée par Pascal Boulanger, le président, et puis le vice-président. Alors une conférence de presse avec des mots assez violents, hein. On a eu d'ailleurs sur le plateau Pascal Boulanger à la suite de cette conférence de presse. Voilà, ils sont revenus sur évidemment le contexte macroéconomique tendu avec un PIB en stagnation, une contraction de l'investissement des ménages et une inflation donc qui pèse, on en parlait, hein, sur le pouvoir d'achat, et donc ils ont évoqué le marché du logement neuf violemment impacté. Une petite réaction, est-ce que vous êtes donc ils ont donné les chiffres du 3e trimestre, hein, qui se sont effondrés. Pour eux, il y a une baisse de l'offre et donc une baisse de la demande également. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi ? Oui, c'est d'ailleurs un peu inédit parce que généralement quand on a une baisse de l'offre, on n'a pas une baisse de la demande, parce que bien au contraire, oui, ça devient une denrée rare et il devrait y avoir au contraire une forte demande. C'est là où c'est un peu inédit, c'est que c'est à la fois en ce moment une crise de l'offre et une crise de la demande. Oui, on le constate. Alors on le constate beaucoup moins que les chiffres que la FPI a annoncé, puisque je crois que la FPI a annoncé pour le 3e trimestre une baisse de pratiquement 30%. Moins 29,3%, voilà. Ouais, pour les ventes totales. Et quand on discute un peu en off avec eux, et avec les autres promoteurs d'ailleurs, le mois d'octobre et le mois de novembre sont guère plus glorieux. Ouais. Ouais. Donc on peut s'attendre quand même au niveau de l'année 2022 une chute assez vertigineuse du nombre de logements qui sera réservé, enfin qui vendu dans le jargon habituel, mais réservé pour nous, puisque ça n'est qu'une simple réservation avant l'acte. Oui, on le constate. Alors, les chiffres qu'on constate chez Nexity, on a publié nos résultats au 3e trimestre. Nous, sur les 9 premiers mois, on n'est qu'à moins 8% par rapport à l'année dernière, avec, et je le rappelle assez souvent, une comparaison à une année historique. Oui, extraordinaire.
extraordinaire. Donc c'est toujours difficile de faire aussi bien qu'une année extraordinaire. Il n'empêche qu'on est par rapport à l'année dernière à moins 8% en nombre de réservations et à moins 5% en valeur. D'accord. Alors ça, c'est aussi parce que on a réagi très vite et on a de véritables partenariats avec des bailleurs qui nous permettent de vendre en bloc une partie de notre production et qui d'ailleurs assure un véritable parcours résidentiel pour les Français. On a vraiment des partenariats historiques et ça nous permet d'anticiper ce type de baisse. Et en revanche, au niveau des marges, est-ce qu'elles n'ont pas été pincées justement, particulièrement cette année avec le contexte ? Alors ça a été une aussi de nos raisons pour laquelle au fin premier semestre, on avait une baisse un peu plus importante puisque on a eu quelques difficultés comme tout le monde à appréhender le vrai prix de revient d'un logement. On interrogeait les entreprises qui nous chiffraient entre plus 5 et plus 20% par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc on a préféré freiner un petit peu, refaire les projets avec eux, retrouver un véritable prix de revient et après mettre en commercialisation. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles le premier semestre était un tout petit peu moins bon que les 9 premiers mois. Mais oui, ça aura un impact. Ça aura un impact sur les marges, mais qu'on arrive à atténuer parce que, justement, quand on est numéro 1 et qu'on passe à peu près pour 2 milliards d'euros de commandes travaux, on sait faire. Et puis on peut tordre le bras, ou du moins négocier, on va dire, au plus juste avec, c'est vrai, des fabricants qui avaient tendance à anticiper les augmentations. Nous a-t-on dit parmi les promoteurs ? Alors, on tord pas le bras, on négocie, mais on négocie dans une logique de partenariat. On leur assure un volume, en fait. Et le fait de leur assurer un volume d'affaires leur permet d'appréhender un prix un peu plus juste. Et justement pour 2023, quelle est votre stratégie justement et comment vous rassurez les troupes aussi en interne chez Nexity ? Alors notre stratégie, elle est de continuer. On parie pas sur une croissance. J'imagine. On va essayer de faire aussi bien que ce qu'on fait cette année. Moi, je crois que toute crise a une vertu, c'est de nous faire réfléchir et de nous faire remettre en question. On parlait tout à l'heure, c'est quoi un entrepreneur ? C'est une remise en question permanente. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, quand je dis ensemble, c'est vraiment toute la profession et puis tout ce qui peut graviter autour, à comment construire des logements qui redeviennent raisonnables par rapport au pouvoir d'achat des Français. Donc, une crise peut être aussi une belle opportunité pour continuer à gagner des parts de marché. Oui, le marché va baisser. L'année dernière, il a été réévalué une 3e fois à 162 000, je crois, un peu moins, 161 800. Cette année, si on finit à 120, 125 000, ça sera le bout du monde. Et l'année prochaine, ça sera guère mieux. À moins que tout d'un coup, tout reparte. Mais, oui, ça semble étonnant. Enfin, en écoutant les économistes, ça paraît étonnant, effectivement. Ça paraît assez improbable. Il y a aussi une autre chose, c'est l'augmentation des taux. Bien sûr. Alors vous le disiez, on a les 3 composantes, le foncier, évidemment les matériaux, et puis le prix de l'argent qui a considérablement augmenté. Alors pour vous, évidemment, les grandes entreprises, mais pour les Français aussi, c'est-à-dire que c'est plus compliqué d'obtenir son crédit. Exactement. Alors il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu un premier phénomène avec le fameux taux d'usure qui bloque, qui bloquait, mais je dirais c'est un blocage mécanique il faut attendre qui 3 peut mois, être résolu assez rapidement, mais il ne sera résolu que quand les taux se seront stabilisés, puisque tous les 3 mois il y a une réévaluation du taux d'usure qui fait que à nouveau les crédits passent, mais il y a à nouveau une augmentation du taux qui fait que ça passe plus. Donc il faut attendre sûrement qu'il y ait une asymptote au niveau des taux d'intérêt, remettre le taux d'usure en adéquation et puis reprendre un peu notre routine. Après, oui, on voit que les dossiers passent de plus en plus difficilement. Je pense qu'il y a eu quand même un frein, là, c'est en fin d'année des banques. Mais certaines ne prêtent plus du tout. Oui, il y en a qui ont fait leur quota, comme ils nous disent. Il y en a qui ont fait leur quota. C'est assez regrettable parce que on manque de logements. Bah oui. Donc il faut bien donner des crédits. Mais l'année 2023 va être un chantier pour eux. C'est vraiment de remettre en adéquation les taux d'intérêt et puis la capacité d'endettement des gens. Et il faudra qu'on continue à construire des logements qui répondent à cette demande. Après, quand on regarde nos voisins, on est quand même
pas mal lotis en France. On a les taux d'intérêt les plus bas. Quand on regarde le Royaume-Uni ou un peu plus loin les États-Unis, on est quand même pas mal en France. Oui, et je trouve qu'on maîtrise quand même l'inflation. Oui, aussi. On va écouter tout de suite le premier témoignage, celui de votre collaborateur Yassine El-Kazimi. On l'écoute et puis on réagit juste après. Yassine El-Kazimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un collaborateur de Stéphane au sein du pôle immobilier résidentiel chez Nexity. Depuis combien de temps travaillez-vous avec Stéphane ? Alors, depuis pas très longtemps de manière effective, depuis 4 mois, mais en termes de temps passé ensemble, ça fait pas mal de temps finalement. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Alors, j'en ai une. Alors, je ne sais pas si c'est une anecdote ou une manière de travailler, mais j'ai remarqué quelque chose qui est assez frappant et troublant chez Stéphane, c'est que on a l'habitude, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils savent faire 2 choses à la fois. Moi, je sais faire aussi 2 choses à la fois, mais je ne sais pas faire 2 choses compliquées à la fois, ou en tout cas qui demandent beaucoup de concentration. Et Stéphane, c'est à la fois, par exemple, lire une note et être au téléphone avec quelqu'un tout en lisant la note et en répondant et en parlant à une personne au téléphone. Et ce qui est plutôt appréciable quand on travaille avec lui. Donc voilà, ça c'est une des choses que je retiens. Donc une de ses grandes qualités, est-ce qu'il en a d'autres ? Alors oui, on va pas toutes les énumérer, mais ce que je les connais pas toutes. En tout cas, c'est un grand professionnel qui porte une vision et qui embrasse l'ensemble des problématiques du secteur, parce que grâce à sa formation, à ses formations, mais davantage grâce au poste qu'il a occupé avant d'être chez Nexity. Et aussi, il a une vision, ce qui complète sa vision, c'est qu'il a une vision terrain. Et ce qui lui confère une légitimité au sein des filiales et même des collaborateurs du groupe. Stéphane est en studio, il vous écoute. Yassine, est-ce que vous avez un message à lui dire ? Alors, que dire en tout cas, on sait que les mois, que les années, en tout cas les mois surtout, vont être intenses, et que bien évidemment, on est tous derrière lui pour faire réussir l'IR, mais davantage et plus encore le groupe Nexity. Donc il peut compter sur l'ensemble des collaborateurs qui sont auprès de lui. Un petit mot sur ce témoignage ? C'est très sympa. Faire 2 choses en même temps, c'est mon côté féminin. C'est ce que j'allais dire, on dit que c'est les femmes Exactement. normalement qui savent faire 2 choses en même temps. 2 choses bien, c'est différent. 2 choses bien. Non mais oh. Non, mais quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut apprendre à le passer à bon escient. Donc oui, j'essaye. Je sais pas si j'y arrive toujours, mais en tous les cas, j'essaye. Et comment on s'organise justement ? Parce que j'imagine que votre agenda est très chargé. Comment on fait ? Vous avez des petits tips pour gagner du temps, à part faire 2 choses en même temps ? Faire 2 choses en même temps, c'est déjà pas mal. Non, j'essaye de ne pas prendre de rendez-vous qui ne soient pas efficaces. Ouais. On priorise en fait. Voilà, faut prioriser. Malheureusement, c'est souvent un peu au détriment de sa vie de famille. Ouais. Mais j'ai une femme qui est très compatissante sur ce sujet. Je suis marié depuis 1996, donc et avec la même. Ah donc oui, c'est un vrai signe de fidélité et de et du fait qu'elle me comprend et qu'elle me soutient dans tout ce que je fais. C'est important d'être soutenu par sa femme, par sa famille quand on fait ce genre de... C'est indispensable. Sinon, pour moi, en tous les cas, c'est indispensable. Sinon, ça peut pas marcher. C'est un équilibre, la vie. Bien sûr. Et sans cet équilibre qui est la famille et le travail, je pense que ça peut pas marcher. On dit qu'il y a 3 piliers. Il y a la famille, le travail. Il faut toujours qu'il y en ait 2, en fait. Est-ce que c'est... Oui, un tabouret sur une jambe, ça marche pas.
Et alors, on peut parler un petit peu de vos équipes. On sentait vraiment le respect dans le témoignage de votre collaborateur. Comment vous entretenez cette relation avec vos équipes ? Alors, j'essaye d'être disponible, ce qui est difficile quand on a mon poste. Je continue à aller aussi voir les équipes, ce qui est important. Hier, j'étais à La Rochelle. Un petit train à 6h53. Ça pique un peu le matin. C'est ce qu'on disait hier. Pour voir les équipes de Nexity Immobilier Résidentiel. Exactement, pour voir les équipes, pour aller voir les terrains, pour continuer à faire notre métier, parce qu'il ne faut pas oublier que nous construisons des logements avec des équipes qui sont extrêmement investies et on leur doit ce respect et on leur doit de venir et de voir et de s'intéresser à ce qu'ils font, puisque c'est vraiment eux qui créent la valeur de la société. Alors c'est vrai que j'ai un avantage, c'est que j'ai fait leur métier. Donc je connais leur métier, je connais leurs problématiques et je pense que c'est un petit plus pour répondre aussi à essayer de trouver des solutions ensemble. Vous pensez que c'est ça qui inspire le respect aussi chez eux ? Oui, sûrement, parce que ils voient bien que je connais vraiment ce qu'ils font et que je m'y intéresse, mais c'est pas indispensable. Véronique qui n'est pas... C'est une énarque, Véronique Bédag. Véronique qui n'est pas du tout du sérail, je pense que toutes les équipes la respectent, et non, ça n'est pas indispensable. Mais moi, dans ma situation, quand on dirige des équipes opérationnelles telles que je le fais, je pense que oui, c'est un... Quel type justement de management vous avez ? C'est plutôt participatif, c'est plutôt réunion tous les lundis, parce que je vous pose la question parce qu'on voit que ces dernières années ça a énormément évolué. Il y a eu un avant et un après crise sanitaire avec l'irruption du télétravail, des nouveaux modes de fonctionnement et puis aussi une nouvelle génération qui arrive et qui n'a pas tout à fait les mêmes attentes. Alors moi j'ai plein de managements différents. C'est peut-être pour ça que les équipes voient que c'est efficace. J'ai un CODIR, j'ai un comité de direction avec mes N-1 une fois tous les 15 jours. D'accord. Voilà, et on traite en 2 heures, 2 heures et demie. C'est quand même des grosses réunions. On traite beaucoup de sujets, mais ce sont des sujets à la fois stratégiques et opérationnels. Et puis j'ai un management direct. N'importe qui peut m'appeler, me poser des questions. Vous êtes accessible. Voilà, je suis accessible. Si c'est pas par téléphone, c'est par mail. Moi, je leur dis souvent, faites plutôt des SMS parce qu'on les voit en direct. Les mails, j'en reçois à peu près 300 par jour. Donc c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai un management responsable. C'est que mon objectif, c'est de rendre mes équipes autonomes. Et pour les rendre autonomes, il faut qu'ils... les responsabiliser, en fait. Il faut les responsabiliser, mais il faut surtout donner un sens à tout ce qu'on fait, et il faut qu'ils le partagent. Donc je suis plutôt participatif. Oui. Et c'est vrai que donner du sens aux collaborateurs, ça se fait de plus en plus depuis la crise sanitaire. Et puis les collaborateurs ont besoin de donner du sens aussi à leur travail. Est-ce que vous le ressentez, ça ? Ah oui. Alors j'ai beaucoup d'amis dans d'autres professions qui ont l'impression que les Français ont disparu. Ils essayent de recruter, mais il n'y a plus personne. Et dans tous les métiers. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est plus nous qui choisissons les collaborateurs, c'est les collaborateurs qui nous choisissent. Donc il faut qu'ils aient un sens. Je ne sais pas si c'est depuis la crise, cette fameuse génération Z dont on entend parler, ça avait déjà démarré même avant la crise, mais c'est plutôt bien de donner du sens. Moi, je crois qu'on fait un métier, et l'immobilier en particulier, c'est un métier de passion. Donc il faut être passionné. Mais pour être passionné, il faut aimer faire ce qu'on fait, et il faut comprendre ce qu'on fait. Donc si on donne pas du sens au quotidien, ça marche pas. C'est facile le recrutement chez Nexity ? Oui, c'est facile parce qu'on est numéro 1, parce qu'on attire, parce qu'on a en interne... on fait vraiment tout pour nos collaborateurs. On est Great Place to Work, donc c'est toujours une fierté. On a osé refaire un sondage pour savoir, voir si on était encore classé Great Place to Work. Juste après le Covid, pendant la crise, c'est que ça marche, c'est qu'on fait tout pour... aussi. On a aussi un système de formation en interne. On fait beaucoup de choses. Oui, vous accompagnez vraiment vos collaborateurs. Oui. Et c'est dur en ce moment, donc plus que jamais, il faut avoir un management direct. On va écouter votre deuxième choix musical, un certain David Bowie, pour Life on Mars. Pourquoi ce choix ? Alors déjà, j'aime bien David Bowie, et puis Life of Mars, je trouvais ça assez amusant, parce que, en fait, aujourd'hui, il faut tout faire pour pas aller vivre sur Mars. Voilà. C'est vrai. Donc il faut rester ici. Et tous ensemble, on va essayer de le faire. On écoute tout de suite sur Radio Imo.
is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. And the best-selling show is their life on Mars. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Le Mac de Limo, en partenariat avec Promis et Bien Ici. Une bonne chanson pour se réveiller, en tout cas pour passer un vendredi matin tous ensemble dans le Mac de Limo sur Radio Imo. Nous sommes avec Stéphane Dallier, le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity. Donc c'était votre deuxième choix musical. Oui. Alors on parlait hors antenne, on parlait justement de votre vie de famille. Tout à l'heure vous l'évoquiez, vie de famille très importante. Quand on a un parcours, c'est vrai que voilà, ça permet de se retrouver aussi. Vous passez quand même... Vous disiez que c'était compliqué, que souvent votre travail empiétait un petit peu sur votre vie de famille. Vous arrivez quand même à prendre des vacances, à couper un petit peu. Et quand vous coupez, est-ce que vous coupez vraiment ? Oui, je prends des vacances, je coupe jamais. Ce qui est au grand désespoir justement de ma femme, mais non, mais comme je vous disais, c'est un équilibre. Après, on est dans un métier de passion et souvent la vie privée et la vie personnelle, enfin la vie privée pardon et la vie professionnelle se mélangent. Et 80% de mes amis travaillent dans l'immobilier. Oui. Voilà. Mais non, mais la famille c'est vraiment important et il faut y consacrer quand même un peu de temps. Oui. Vous avez des enfants, Stéphane ? Oui, j'ai 3 enfants. 3 enfants, qui ont quel âge ? Alors j'ai un grand qui va avoir 24 ans, j'ai une grande qui a 20 ans et une petite dernière qui a 12 ans.
Et alors, est-ce qu'ils embrassent une carrière dans l'immobilier ou pas du tout? Pas trop pour l'instant. Mon fils est en dernière année d'école de commerce en marketing digital. Alors, le marketing digital, c'est assez vaste, donc peut-être qu'il fera une carrière dans l'immobilier. La deuxième, je suis sûr que non, puisqu'elle a intégré Veto à Maison Alfort, donc il y a peu de chance. Et la petite dernière est aussi mon espoir, puisqu'elle veut être architecte, donc peut-être qu'elle travaillera un jour dans l'immobilier. On se rapproche, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on disait aussi, ces écoles ou même la scolarité, c'est aussi apprendre à apprendre. C'est ce qu'on essaye d'inculquer. Ça paraît très dur. Souvent, on dit, les prépas, est-ce que c'est pas surcoté, etc. Et que c'est plus facile une fois qu'on a intégré l'école. Le problème, c'est justement cette marche qui apprend véritablement. Et c'est ce que vous avez aussi appris. Vous nous disiez à HEC Entrepreneur, avec un gros rythme. Oui, on travaillait beaucoup, samedi, dimanche inclus. Alors moi, j'ai fait aussi une prépa, j'ai fait maths sup, maths spé, et je pense que la vertu de la prépa, parce que souvent on me dit, mais je fais une prépa, ça sert à rien, 90% de ce que j'apprends, j'utiliserai pas, peu importe. Ça apprend à vraiment travailler et à travailler très dur. Et il y a des moments dans une vie professionnelle où on est fatigué, mais le fait d'avoir déjà subi cette fatigue et de continuer à rester concentré et à travailler, je pense qu'effectivement, c'est une vraie vertu. Et ça, on l'apprend en prépa. Quand on a le comité de direction du lundi qu'il faut préparer une note de 4 pages pour sa big boss. Tiens, j'ai une question, pas de côté, maths sup, maths spé, moi ça m'a toujours impressionné, plutôt littéraire. Quand on dit qu'on est matheux, c'est quand même dur de faire des prépas maths à ce niveau, maths sup, maths spé ou... Oui, mais alors après, quand on est matheux, on aime. C'est pareil, vous savez. Moi, je pense qu'on fait bien les choses qu'on aime. Ouais. C'est difficile de contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Et d'ailleurs, je dis toujours à mes collaborateurs, le jour où vous avez une boule dans le bide pour venir, faut faire autre chose. En tout cas, on se donne du mal dans les choses qu'on aime. Oui, mais quand on est passionné, alors moi c'est vrai que j'adore les maths et je continue à en faire. Et ma fille qui est en veto mais qui était en prépa maths sup, maths spé l'année dernière et l'année d'avant, je continuais des fois à l'aider. Alors je vous avoue que c'est très loin et des fois c'est elle qui me donnait des leçons. Mais non, mais j'adore ça. Mais c'est un esprit en fait. C'est un esprit cartésien. Et vous dites que vous êtes loin parce que vous êtes littéraire. Je pense pas. Je pense qu'en fait les plus grands mathématiciens sont les plus grands philosophes. Et c'est une démonstration, en fait, aussi, la philosophie, comme les maths. Quand on prend les philosophes grecs, oui, c'était des grands cartésiens. Exactement. Et quand on aime les maths et qu'on aime la démonstration, on aime convaincre. Parce que convaincre quelqu'un, c'est démontrer quelque chose. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien ce métier, qui est aussi un métier de négociation, qui est aussi un métier commercial. Mais je crois que c'est pas du tout incompatible avec le fait d'être matheux. Voilà, Fabrice, donc on va se mettre aux équations. C'est bizarre, je suis meilleur en maths maintenant que je l'étais à l'époque, je m'en aperçois. Comme quoi, c'est vrai qu'on avance aussi et puis ça se transforme. Très bien. Et moi, je suis meilleur en philo maintenant qu'avant. Ah oui, c'est vrai. Et meilleur négociateur alors aussi. Oui, mais ça, j'ai toujours bien aimé. Voilà, il faut aimer, c'est la passion effectivement. Alors justement, quelles sont vos passions outre l'immobilier? On m'a dit que vous aimiez bien la gastronomie, le bon vin. Oui. C'est vrai? Oui, non mais je suis un bon vivant. Quand on aime les gens, on est forcément un bon vivant. Voilà. Et c'est quoi alors être un bon vivant? C'est aimer bien manger, c'est surtout aimer partager un bon repas et un bon vin quand on aime le vin avec des amis. Voilà, et avec la famille. C'est ça, être un bon vivant pour moi, c'est aimer partager. Aimer partager. On va écouter le témoignage de votre ami, d'un de vos amis, que nous avons eu par téléphone. Alors c'est Yannick Lemagresse, un ami de longue date, je crois. Alors il est notaire, il me semble. Exactement. Alors on l'écoute et puis on réagit juste après. Yannick Lemagresse, bonjour. Vous êtes un ami de Stéphane Dalliet. Vous le connaissez depuis combien de temps? Écoutez, on se connaît depuis 17 ans. On s'est rencontrés via des réseaux professionnels et on est devenus peu à peu amis dans la vie. D'accord. Et comment est Stéphane en amitié? Écoutez, il est toujours très 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 impliqué quoi qu'il fasse, professionnellement ou personnellement. Donc il a un rapport profond aux autres, il se réserve des disponibilités alors qu'on le sait toujours très occupé. Donc voilà, il a cette disponibilité pour les autres qui est très appréciable. Alors Stéphane est en studio, il vous écoute. Est-ce que vous avez un petit message à lui faire passer?
Écoutez, je peux lui dire que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de partager nos déjeuners et nos vins de Bourgogne préférés. Donc s'il pouvait me donner une de ses disponibilités, je serais ravi. Avec un vin de Bourgogne en particulier ou pas? Avec un vin de Bourgogne plutôt dans les blancs et plutôt dans les Cortons Charlemagne, par exemple. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Yannick. Le vin de Bourgogne, alors? Oui, je suis plutôt Bourgogne. Et plutôt Bourgogne blanc. Oui, effectivement. Un petit Corton Charlemagne, ça m'irait tout à fait, ou un petit Meursault, ou d'autres. Voilà, il est temps de reprendre rendez-vous. Voilà. Votre ami, là, il a débouché les bonnes bouteilles. En plus, ça va être de saison prochainement. Exactement. 17 ans d'amitié, du coup, vous vous êtes rencontrés comment avec Yannick? Il était notaire sur une de mes opérations quand j'étais, je ne sais plus, chez Bouygues Immobilier ou chez Kaufmann. Et puis voilà, puis ça a bien fité. J'ai vu son professionnalisme, mais aussi plus. Puisque, je vous disais, notre métier, c'est un métier de passion et d'échange, et c'est un vrai métier de relationnel. Et puis c'est lié à une amitié, et donc une fidélité. Je pense que on en revient aussi à ça. Des vrais amis, c'est des gens fidèles. Il disait qu'il pouvait compter sur moi, assez clair, mais je sais que je peux compter sur lui à tout moment aussi, donc c'est important. Et vous faites souvent des amis comme ça dans le travail? Oui, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand on passe 90% de sa vie à bosser, ça devient des amis. Et c'est bien, je trouve que voilà, on a qu'une vie, même s'il faut un équilibre, mais la vie, elle est à la fois professionnelle et privée. Ouais. Et en tout cas, on sent que vous aimez vous entourer de personnes fidèles. La fidélité, c'est important aussi dans le travail. Oui. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs? Oui, c'est important. D'ailleurs, je suis toujours ravi de voir que quand je m'en vais d'une société et que je vais dans une autre, beaucoup de gens me suivent. Donc c'est ce que j'appelle la fidélité. C'est aussi confortable d'être avec des gens qu'on connaît, parce que ça va plus vite aussi dans les relations. Ils savent ce que j'attends d'eux, et je sais ce que je peux leur amener aussi. Des équipes qui vous ont suivi tout à l'heure, vous en parliez. Alors ça a été le cas pour passer chez Cogedim. Ça a été le cas pour passer chez Nexity également. Oui, j'en ai quelques-uns. Alors pas trop, puisque je respecte mon ancien employeur qui m'a beaucoup apporté et que j'admire, à la fois Alain Taravella, mais aussi tous les dirigeants du groupe. Donc on essaye de pas trop se piquer de personnes et de collaborateurs. Il y a un respect quand même. Oui, évidemment, il y a un respect. Il y a des règles du jeu à respecter. Et puis on se connaît tellement tous que voilà, c'est compliqué. Après, quand il y a des collaborateurs qui veulent suivre, de toute façon, s'ils suivent pas, ils partiraient. Donc il faut aussi accepter le jeu, et on m'a souvent débauché des gens, mais je respecte ça. Quelqu'un qui veut partir, on peut le retenir, mais on peut jamais le retenir contre son gré. Donc au contraire, il faut plutôt essayer de l'accompagner. Et comment on retient quelqu'un qui veut partir ? Faut comprendre ses attentes. Des fois, c'est simplement parce que son poste ne lui convient pas. Ou il veut une mobilité géographique et qu'on n'est pas capable de lui fournir. Voilà. Mais il faut être très à l'écoute des attentes en ce moment des collaborateurs. Et ça, la mobilité géographique, il y a beaucoup de demandes depuis les confinements ? Oui, il y en a beaucoup, mais c'est tout l'intérêt de Nexity, c'est qu'on est partout en France. Donc dès qu'il y a un poste à pourvoir, généralement il est pourvu. Alors il y a des régions qui sont plus ou moins attractives. Oui. Aussi. Et c'est vrai que l'Île-de-France est de moins en moins attractive. Ah bon ? C'est de moins. Alors c'est marrant parce que moi les notaires m'ont dit un petit peu l'inverse hier, justement en me disant que Paris recommençait à. On le voit pas encore, nous. C'est vrai que c'est plus sympa d'aller à La Rochelle que d'être sur Paris. Après, c'est toujours la même chose. Ça dépend aussi de la compagne ou du compagnon de la personne. Maintenant, on voit bien qu'il faut être deux pour travailler, et donc il faut de l'emploi pour les deux. Mais vous pensez que dans des grands groupes, justement, on va pouvoir se passer un moment d'un centre, il faut quand même à un moment être ensemble pour faire équipe, comme vous disiez, ou on peut le faire en Zoom, en Teams, c'est la même chose ? Le télétravail a eu une vertu, c'est de trier dans les réunions qui étaient indispensables en présentiel ou pas. Ouais. Voilà. C'est vrai que des fois, prendre le train 2h30, 3h pour faire 2 heures de réunion, ça sert pas à grand chose, et que le Teams ou le Zoom est plutôt efficace. Après,
Je crois vraiment en la vertu quand même du présentiel, hein, et les collaborateurs sont très régulièrement au bureau. On a instauré du télétravail chez Nexity, mais c'est plus vrai en Ile-de-France, je dirais, qu'en région. Mais ça a toujours été même le cas dans les autres boîtes que j'ai pu connaître depuis la pandémie. La vraie difficulté, elle est plus en Ile-de-France par rapport au transport en commun, où au lieu de perdre 2 heures le matin, c'est quand même des fois mieux de se brancher quand on n'a pas à être présent. Après, c'est très important pour l'ADN du groupe de continuer à avoir du présentiel et que les gens se côtoient. Et alors chez Nexity, vous avez instauré combien de jours de télétravail en fait ? C'est au choix ou... 2 jours, voilà, c'est au choix. Et puis c'est surtout la difficulté du manager de gérer le présentiel et de gérer le télétravail. Mais non, mais ça marche plutôt bien. Ouais. Vous comprenez Elon Musk qui est totalement contre le télétravail ? Elon Musk, il est contre beaucoup de choses, mais je ne suis pas Elon Musk. Je ne dirai pas à mes collaborateurs vous travaillez 50 heures ou vous vous barrez, ce qui est quand même, alors de toute façon en France on peut pas, mais même d'un point de vue humain, je trouve ça un peu limite. Il n'est pas contre, hein. Il a dit vous pouvez du moment que vous faites effectivement 40 heures déjà au bureau. Voilà. Oui, bah, c'est un peu être contre quand même. Hein. Oui, ou le télétravail c'est possible, mais le samedi dimanche. Oui, bon. Ouais. Non, je suis pas aussi catégorique. Par contre, je pense, c'est toujours pareil, on revient à l'équilibre, qu'il faut aussi du présentiel. Oui. Et tout à l'heure, alors vous parliez des villes attractives. Vous avez cité La Rochelle. Pourquoi La Rochelle ? Parce que j'y étais hier et parce que quand on voit le cadre de vie, c'est quand même plutôt sympa. Il y a la mer, il y a un habitat qui est assez sympa et on voit bien, mais ça, on le voit dans toutes les villes de région, que ce sont des vraies équipes. En fait, une agence Nexity dans une région, c'est une famille. Plus qu'à Paris ? Comme c'est plus petit et qu'ils sont vraiment ensemble, oui, plus qu'à Paris. À Paris, les collaborateurs sont soit au siège. On a 2 sièges en fait à Paris. On en a un qui est rue de Vienne, mais qui va déménager à Saint-Ouen, et puis un autre qui est plus un siège régional à Asnières. Ouais. On voit que les équipes sont soudées, mais c'est pas la même chose. Et comment vous faites pour les souder ? Alors les équipes, vous organisez des team building Alors les équipes se soudent avec leur manager, donc oui, il y a des team building, il y a souvent des moments conviviaux qui étaient interdits pendant le Covid et ça manquait énormément, mais qui ont repris avec toutes les mesures de précaution en fonction du niveau d'épidémie. Et puis au niveau national, eh bien on fait des conventions, on fait quelques séminaires de temps en temps. Ouais. En train toujours, j'imagine. Oui, puisque de toute façon on reste en France, donc en train. Ouais. On parlait également justement des manifestations qui arrivent avec des grands salons. Alors nous, on y est associés. Et puis on rappelle aussi qu'on parcourt la France ensemble, hein, les clés de la ville. On découvre chaque mois une ville différente. On est souvent accueillis à la mairie. Vous êtes partenaire de cette émission cette année. Au-delà, vous sentez comment trouver la profession d'une manière générale ? On a parlé des difficultés en début d'émission. On a l'impression que les gens sont en train de s'adapter. La conjoncture, en tout cas on le voit dans les salons, est plutôt morose. L'inflation, le pouvoir d'achat, etc. Et pourtant, il y a beaucoup de gens dans les salons, il y a beaucoup d'énergie et on sent que les professionnels ont envie de franchir ce cap. On sent une très grande énergie. Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais il y a une vraie volonté de réussir. Et puis n'oublions pas que notre métier, il a quand même une vertu, c'est de loger des gens. On l'oublie un peu trop. Ouais. On parlait des aides. C'est un bien de première nécessité, le logement. On a fait une petite pub marketing il y a quelque temps chez Nexity avec une personne qui interrogeait des gens dans la rue en montrant un sucre. Et en disant, si vous aviez à choisir, vous préféreriez quoi ? Un logement, arrêter un logement ou arrêter un sucre ? Évidemment, tout le monde dit, moi j'arrête le sucre. Eh bien, le sucre, à une TVA réduite, est considéré comme un bien de première nécessité, pas le logement. Voilà. Donc quand on comprendra que le logement est vraiment un bien de première nécessité, peut-être
qu'on travaillera pour aider à faire baisser son prix, ou en tous les cas à loger le maximum de personnes. C'est pas les mêmes rentrées d'argent pour l'État non plus. Eh bien, c'est toute la difficulté, c'est que l'État voit sûrement à juste titre qu'il y a 40 milliards qui sortent des caisses de l'État avec toutes ces aides, en oubliant peut-être un peu trop fréquemment qu'il y a 80 milliards d'euros de TVA qui rentrent en échange. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le logement, on en manque. Il y a quand même plus de 2 millions, on parle même de 4 millions de mal logés, qui a un déficit récurrent et structurel de logement. Alors, quand on dit logement, nous chez Nexity, on parle pas forcément de logement neuf, puisque on a tous les métiers de l'immobilier. On parle aussi de logement ancien. On fait beaucoup de rénovation et de réhabilitation. Et puis, on a des métiers du syndic, de gestion locative. Et donc, on permet à des gens de se loger. Et on voit les difficultés aujourd'hui, même à trouver des logements en location. Et ça va pas s'arranger. Et ça ne va pas s'arranger puisque va sortir d'ici quelques années bon nombre de logements du parc locatif. Est-ce que vous pensez que cette loi climat et résilience avec le fameux calendrier échelonné arrive au bon moment ? Alors certes, il faut le faire, mais... Ça n'arrive jamais au bon moment puisqu'il y a toujours quelque chose et un événement qui fait qu'on se dit oui, il faudrait peut-être pas le faire. Après, c'est pareil, ça s'anticipe et chez Nexity, on l'a anticipé puisque dans tous les mandats qu'on a, on a écrit à nos clients pour déjà prévenir, faire beaucoup de pédagogie et proposer notre aide en tant qu'AMO pour rénover leur logement et qu'ils redeviennent dans une étiquette acceptable. Évidemment qu'il faut traiter ce sujet. Et évidemment qu'il faut le traiter sur le parc ancien, puisque on parlait de chiffres tout à l'heure, la production de logements neufs, c'est entre 100 000 les années catastrophiques à 160 000. Oui, c'est rien du tout par rapport au parc existant, bien sûr. Donc il faut le faire. Après, il faut l'accompagner. Voilà. Et c'est vrai que ça arrive d'une manière peut-être un peu brutale, avec en plus une vraie crise de l'énergie. Alors, cela dit, ça montre bien que l'un dans l'autre, il faut le faire. Puisque la crise de l'énergie, elle révèle une chose, c'est que on en dépense trop. Donc comment faire pour en dépenser moins ? Avoir des bâtiments un peu plus vertueux. Et là, vous parliez de vos clients tout à l'heure. Quand vous leur envoyez ces lettres, par exemple, dans quel état d'esprit ils sont ? Quelles sont leurs réactions ? Est-ce que les clients ont conscience de ce qui les attend ou pas du tout ? Oui, ils en ont conscience. Vous les rassurez, j'imagine. Alors, il faut faire vraiment beaucoup de pédagogie et on étudie beaucoup de cas. Alors, on les aide vraiment jusqu'au maximum à trouver des entreprises, à aller sur la plateforme pour la rénovation, pour avoir un peu d'aide. Quand on n'est pas du milieu, c'est compliqué. Mais c'est très très compliqué et c'est très fastidieux. Donc on les aide. Maintenant, tout le monde n'a pas la capacité financière de le faire. Souvent on dit c'est des grosses entreprises, des institutionnels qui ont un parc locatif et ils ont assez d'argent pour le faire. Oui, il y a ce cas-là, mais il y a beaucoup d'autres cas et bien souvent ce sont des gens en retraite, qui ont un logement, c'est un complément de retraite, souvent des commerçants qui n'ont pas du tout de retraite, mais qui ont pu épargner à un moment donné et acheter. Donc là, ça les met vraiment dans de grandes difficultés. Oui, c'est vrai que les petits propriétaires, on en parlait tout à l'heure en première heure dans le Mac de Limo, sont souvent les plus lésés, puisque vous l'avez dit, souvent c'est des personnes un peu plus âgées qui ont une petite retraite et qui comptent vraiment sur ces revenus fonciers pour vivre dignement, en fait, tout simplement. Exactement. Donc on les accompagne, on fait vraiment beaucoup de pédagogie. Vous êtes là, vous êtes là pour eux. Alors, on va parler un petit peu de sport. Est-ce que vous aimez le sport, Stéphane ? Alors, j'aime le sport, mais si votre question c'est est-ce que vous suivez la Coupe du Monde en ce moment, ma réponse est non, je ne suis pas du tout. J'ai entendu, et bravo pour la France, qu'elle avait gagné avant-hier, mais j'étais en rendez-vous pendant tout le... Enfin, j'étais en négociation même avec un bailleur jusqu'à 10h30, et donc j'ai complètement loupé le match. Et vous l'auriez regardé si ça avait été possible ? Vous aimez le foot ? Oui, j'aime le foot, mais franchement, je ne sais pas si je l'aurais regardé. Que les finales de Coupe du Monde avec la France, alors. Oui, non, mais les finales, oui. Cette finale, elle a un goût amer. Enfin, cette Coupe du Monde a un goût amer pour vous ? C'est une vraie polémique. Aujourd'hui, nous, on se bat quand même en France pour essayer d'avoir des bâtiments vertueux et puis construire des stades dans des conditions comme ça, avec une chaleur comme ça, avec de la clim partout. Bon, c'est quand même un peu moyen. Et puis après, il y a les JO.
d'hiver en plein désert. Oui, alors ça, on n'en parle même pas. Mais nous, en tous les cas, on a aussi un impact sur les JO, puisqu'on est en train de construire pas mal de choses 2024, pour les futurs attention, JO. à Paris. Pour les futurs JO, exactement. Alors, pas dans le désert. Non, j'espère pas. Est-ce que vous pratiquez du sport ? Est-ce que y a d'autres sports que vous aimez ? Alors, quel sport pratiquez-vous ? Alors, je pratique plus, mais j'ai fait beaucoup de judo. D'accord. J'en ai fait 18 ans. Et, ceinture noire, du coup ? Oui, exactement. Et je fais de la course à pied. Voilà. Ouais. Ça vous permet de... Je fais ce qu'on appelle vulgairement du jogging. Du jogging, et ça vous Mais permet de est-ce que vous souffler. alignez sur certaines courses, 10 km, 20 km de Paris, des choses comme ça ? Non. Il n'y a pas un objectif, un marathon non, c'est un hobby. Pour moi, c'est plus qu'un hobby. Ça me permet d'évacuer. Ouais. Beaucoup de choses. Et puis de rester en forme aussi. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on court, on a les idées plus claires après. On se sent mieux. Mais quand on court, on se retrouve avec soi-même. Ouais. Et ça permet de vraiment réfléchir. Hein. Donc c'est plutôt vertueux. Ouais. Est-ce que vous mettez de la musique quand vous courez ? Oui. On va écouter justement votre dernier choix musical dans quelques secondes. Et juste pour revenir sur le judo, est-ce que ça vous sert, parce qu'on connaît les bienfaits du judo, est-ce que ça vous sert dans votre quotidien, dans votre travail ? Je pense que ça me sert dans la concentration, parce que c'est un sport de combat, c'est un sport de concentration. Et le judo, c'est un peu particulier, puisqu'il faut utiliser la force de l'adversaire. Ouais. Voilà, je pense qu'en égo, c'est ce qu'il faut faire. On va écouter, alors vous parliez de jogging et des musiques que vous écoutez. Est-ce que votre dernier choix musical, c'est une des musiques que vous écoutez quand vous courez ? Non, c'est pas assez dynamique. Ah, qu'est-ce que vous écoutez quand vous courez ? Plein de choses. Généralement, je mets... c'est même pas forcément ma playlist, je mets des choses au hasard. C'est vrai ? Oui. Bon, on va écouter du coup Tommaso Albinoni, Adagio. Pourquoi ce choix musical, Stéphane ? Alors c'est un classique parmi les classiques. Ça, je le dois à mon beau-père qui malheureusement n'est plus de ce monde et qui m'a appris à aimer la musique classique. Et la musique classique a une vertu, c'est de remettre toutes ces vibrations en équilibre total. Quand on écoute ça, je pense qu'on ne peut qu'être bien après. Et c'est vraiment thérapeutique. Bon, on sera bien du coup pour toute la journée. Un grand merci Stéphane Vallier d'avoir participé. Merci à David Payan qui a réalisé cette émission. Merci Bérénice. On se retrouve dès la semaine prochaine. Tout à fait, avec Nadia Kateb du groupe Eiffage. Et puis on va tout de suite écouter un Allo Radio Imo avec notamment Thierry Vignal de Mastéos. Bonne journée à tous. Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Promis et Bien Ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.